En me baladant sur YouTube, j'ai vu que de plus en plus de gros youtubeurs annoncent le business de 2026, qui tourne principalement autour de l'IA. On nous parle de devenir riche en demandant à ChatGPT de coder une application et la vendre à une youtubeuse beauté. Honnêtement, moi avec mon projet actuel, je trouve ça presque drôle car je me dis que mon plan est le strict opposé. Je veux essayer de faire quelque chose de beaucoup plus lent, plus difficile, plus ingrat, et j'ai une très très bonne raison de le faire. Avant de vous parler de ce que je prévois de faire en détail, je pense qu'il est normal que je me présente. Je m'appelle Lenny, j'ai 17 ans, je suis encore au lycée, et ça fait quelques années que je m'intéresse un peu à tout. Je lis notamment sur l'économie, le politique, l'entrepreneuriat, parce que je fantasme un peu sur l'idée de pouvoir me démerder sans passer par les études supérieures. Comme beaucoup de gens de mon âge, je n'ai vraiment pas aimé l'école, et j'ai le pressentiment que si je reste dans le confort que va me donner un diplôme, je vais m'y installer et je n'aurai jamais la vie que j'aurais aimé avoir. Alors, j'ai envie de lancer une entreprise, cette année, avant d'avoir 18 ans, pour pouvoir d'abord être autonome, puis essayer d'aller plus loin. Maintenant que je me suis présenté, je pense qu'il est essentiel pour vous de comprendre certaines stratégies sur l'entrepreneuriat et sur le entre guillemets business model d'aujourd'hui. Vous allez avoir besoin de comprendre trois concepts que je vais vous décrire. Les barrières à l'entrée, les coûts et la stratégie pick and shovel. Les barrières à l'entrée, c'est assez simple. C'est ce qui empêche n'importe qui d'entrer sur le marché. Et d'après moi, les barrières à l'entrée, plus il y en a, mieux c'est. Et je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Les barrières à l'entrée, ça peut être de l'argent, des connaissances, du réseau. Ensuite, on a les coûts. Bon, les coûts, tout le monde sait ce que c'est, mais peu de gens prennent conscience que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Souvent, quand on pense coût, on pense uniquement le coût du produit. Les coûts, en fait, c'est très loin d'être uniquement de l'argent, comme on a tendance à le réduire. Les coûts, c'est principalement du temps. Quand je parle du temps, je ne parle pas forcément du temps pour produire le produit, qui est d'ailleurs souvent déduit à l'achat. Je parle du temps non seulement du producteur, mais aussi du vôtre, en tant que consommateur. L'existence de ces coûts, comme le temps, permettent l'émergence de la stratégie pick and shovel. Si vous ne connaissez pas ce mot, ça doit être super flou et c'est normal. La stratégie pick and shovel, c'est une stratégie de positionnement qui part d'un constat simple. Au moment de la ruée vers l'or, lorsqu'il y avait plein de mecs qui voulaient trouver de l'or, on a remarqué que ceux qui gagnaient le plus d'argent, c'était pas les chercheurs. C'était ceux qui vendaient les outils permettant justement de trouver l'or. Car ils permettaient à n'importe qui de tenter sa chance et trouver un filon. Ils ont rendu la ruée vers l'or accessible à tous. Donc la stratégie, c'est l'adaptation de ce constat à d'autres domaines. Mais il y a une petite subtilité. C'est que pour fabriquer et ensuite pouvoir vendre des pelles, c'est beaucoup plus difficile que d'aller chercher l'or. Sinon, personne n'aurait aucun intérêt à aller chercher l'or et tout le monde serait en train de fabriquer des pelles et des pioches. Bref, j'espère que vous avez saisi les idées. C'est un peu long, un peu scolaire, mais essentiel pour comprendre. Au cours des 10 dernières années, je prends large, le monde de l'entrepreneuriat sur internet s'est fondé sur ce que je viens de vous raconter. Le numérique permet de réduire les coûts comme on l'a jamais vu dans l'histoire. La communication devient quasiment instantanée, ce qu'on produit est immatériel, donc on n'a pas besoin d'acheter de bout de métal. Les coûts sont simplement réduits à trouver des clients et faire. Et tu rajoutes à ça que, vu que l'information se diffuse, tu peux te former à tout et n'importe quoi super facilement. Donc forcément, ça t'ouvre plein d'opportunités. Et plus tôt, j'ai parlé de la stratégie pick and shovel. Y a plein de mecs qui l'ont compris. T'as de plus en plus de gens sur YouTube où leur boulot c'est de t'apprendre à ouvrir une agence web ou faire du marketing avec ChatGPT, etc. En gros, ils te font de l'argent en t'apprenant à chercher de l'or. Et d'après moi, ça, c'est une opportunité de fou, à cause de tout ce que je viens de vous expliquer. Car si tout le monde veut apprendre à faire des sites web, faire du montage ou aider une entreprise à s'ancrer dans le numérique, automatiquement, il y a moins de concurrence dans le réel. Mécaniquement, si l'offre monte quelque part, elle va baisser ailleurs, car notre temps et notre énergie ne sont pas infinis. Alors mon plan, c'est de faire un pari. Je veux parier sur le fait que, paradoxalement, le numérique revalorise le réel. Plus tôt, je vous ai parlé des barrières à l'entrée. Je vous ai dit que plus il y en a, mieux c'est. C'est pas un hasard. Dans la production réelle, les barrières à l'entrée sont beaucoup plus fortes que pour le numérique. Si tu veux produire une bague en acier, tu vas bien plus galérer que pour un site web. Et je parle en connaissance de cause. Car quand tu fais un truc, pour progresser, tu vas forcément faire des erreurs et des casses. Et le numérique, il réduit drastiquement la conséquence de ton erreur. Si tu fais un design de merde pour ton site web, en déclic tu repars à zéro, même si j'avoue que t'as perdu du temps. Mais dans le réel, si tu prends une bague et que tu fais de la merde, tu perds le matériau que t'as utilisé, tu perds de l'usure sur ton outil. Ça coûte de l'argent, mais ça coûte aussi du temps.
car tu dois recommander les outils que tu as perdus, mais surtout tu es contraint de repartir à zéro. Le numérique a l'avantage de rendre les délais beaucoup plus courts. Sur le numérique, tu n'as pas besoin d'attendre des livraisons, tu n'as pas besoin de nécessairement repartir à zéro quand tu fais quelque chose. Tu peux reprendre un projet en cours, ou mieux, annuler les dernières modifications. Et donc, si c'est plus dur, alors il y aura moins de concurrence, et donc plus de valeur pour ceux qui tiennent. C'est pour ça que pour moi, les barrières à l'entrée sont une bénédiction. Si j'arrive à prospérer en fabriquant des montres, ça va être beaucoup plus difficile de me copier que si je le faisais avec du dropshipping. Car les gens n'ont pas un temps infini pour apprendre, produire et se tromper. Alors, après vous avoir expliqué ça, laissez-moi vous présenter mon plan personnel. Je veux produire des montres, et je veux prendre ma place dans le marché français. Alors j'ai conçu mon plan en 4 étapes. La première étape, c'est de m'approprier l'objet, comprendre comment fonctionne une montre, comment je peux l'assembler, la démonter, mais surtout pourquoi ça fonctionne. Pourquoi est-ce qu'on achète une montre alors qu'on a l'heure sur nos téléphones? Et pourquoi est-ce qu'on achète une montre plutôt qu'une autre? Cette question mériterait bien une vidéo complète, alors je ne vais pas la traiter maintenant. La deuxième étape de mon plan, c'est d'être capable de modifier ma montre. Bah oui, je vais pas produire un clone de Rolex, sinon ça sert un peu à rien. Une montre, c'est un objet ultra complexe, qui répond à des lois physiques et des règles de style. Tu ne peux pas te ramener avec une montre Hello Kitty et penser que tu vas faire 50 ventes par jour. Pour modifier une montre, je pense que je vais d'abord devoir apprendre à dessiner, puis être capable de maîtriser les outils numériques. Par exemple, Affinity pour le dessin et Fusion 360 pour la 3D et l'usinage. Ça, c'est la partie la plus simple de mon plan, parce qu'elle est prévisible. T'as juste à faire et naturellement, tu comprendras de nouvelles choses. C'est comme les échecs. Au départ, t'apprends les règles, puis quand tu joues, au bout de 100 ou 200 parties, bah tu vas forcément être meilleur qu'au début. La troisième étape de mon plan, c'est produire en vrai. Transformer mes prototypes en une vraie montre. Et ça, c'est pas facile. Car si je veux produire un boîtier de montre, par exemple, il faudra que je me procure une machine. Et une machine qui fait ça, ça coûte 20 000 euros. Et pour le coup, j'ai une chance folle, parce que mon lycée a justement l'une de ces machines. Une fois que j'aurai ma première vraie montre, va venir le plus dur, faire parler de moi. Mon plan, c'est de parier sur les salons à court terme, présenter mon projet dans des lieux faits pour, mais mon vrai objectif long terme, c'est les réseaux sociaux. Sauf que pour ça, d'abord je vais devoir apprendre le montage, l'écriture, etc. Mais je vais surtout devoir faire du contenu. Et ça, je trouve ça hyper dur. J'aimerais parler de ce que j'entreprends. J'ai très envie de documenter ce que je vais faire. À la fois pour faire ma publicité, et parce que j'en ai sincèrement envie. Sauf que, moi je sais pas quoi dire. Je ne sais pas si ça intéresse grand monde de me voir galérer à faire un prototype 3D ou dessiner 40 montres pour maîtriser la perspective. Est-ce que ça vous intéresse de me voir regarder des coups ou écrire sur mon bloc-notes pendant 1 heure? Honnêtement, je ne sais pas quoi raconter en vidéo et je ne sais pas comment le montrer. Et j'avoue que pour ça me plairait vraiment de connaître vos avis, d'avoir vos idées. Est-ce que ça vous intéresse de voir des tâches répétitives et ingrates? Est-ce que vous aimeriez entendre parler de stratégie et d'observation comme dans cette vidéo? Est-ce que ça vous intéresserait de me voir partager mes doutes et mes erreurs? Actuellement, je suis vers la fin de la phase 2 de mon plan. J'ai mes premiers prototypes, j'ai juste besoin de trouver des machines pour aller plus loin, et pour l'instant, je suis assez fier de ma patience et de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je n'ai aucune idée de si mon plan va fonctionner. Si ça marche pas, c'est pas grave, je testerai autre chose. Et je vous en tiendrai compte. Et en faisant, j'ai appris plein de trucs, j'ai eu l'occasion de faire plein d'erreurs. Alors, pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous poser une dernière question. Est-ce que ça vous intéresse une vidéo où je vous explique les erreurs que j'ai faites ou les erreurs que j'anticipe de faire? Si ça vous intéresse ou non, j'aimerais que vous me le dites en commentaire, ça m'aiderait vraiment.